Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes dans la dernière semaine de juillet et que se passe-t-il dans l'actualité de la principauté? La réponse dans ce sommaire. Depuis samedi, les masques sont à nouveau obligatoires à l'extérieur, les passes sanitaires sont requis pour aller au restaurant pour les personnes extérieures à la principauté. Et pour veiller à tout cela, la police avec nous pour nous l'expliquer en détail le contrôleur général de la Sûreté publique, Richard Marangoni. Comme chaque jour, nous irons à Tokyo avec au programme les résultats de Xiao Xinjiang en tennis de table. La Monégasque s'est inclinée dans son second match du tournoi en simple féminin. Et nous écouterons la jeune Charlotte Afria avant de rentrer en compétition vendredi dans la discipline phare de l'athlétisme, le 100 mètres. Il y a tout juste 70 ans, une convention sur les réfugiés a été signée à Genève. Avec nous dans ce journal, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Céline Schmitt nous rappellera l'importance de cette convention et nous fera un état des lieux de la situation internationale, à savoir qu'en 2020, plus de 82 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde. Une page culture à la fin de ce journal avec le dernier concert du Festival des musicales du Trophée de la Turbie qui fête ses 20 ans, sans oublier l'exposition d'un jeune artiste colombien du showroom Icos qui se situe au niveau du Yacht Club de Monaco. Vous pourrez découvrir son univers notamment basé sur le déracinement. On débute ce journal avec notre premier invité. Comment gère-t-on le travail quotidien des policiers sur le terrain avec leur mission traditionnelle auxquelles se rajoutent les contrôles dus à la crise sanitaire comme le port du masque et la vérification des passes sanitaires au restaurant par exemple. Avec nous, le contrôleur général de la Sûreté publique, Richard Marangoni. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Comment est-ce que la police peut gérer justement les masques et les passes sanitaires, gérer tout cela ? Le propre de la police, de la sûreté publique, est de s'adapter à tout type de situation. Donc nous devons nous adapter aux situations les plus simples, les plus faciles et les plus exceptionnelles. À côté de nos missions traditionnelles, dont on peut dire un mot aussi, les missions traditionnelles, ce sont l'ordre public d'abord, la sécurité de la voie publique, avec le retour de l'événementiel. Les matchs de football vont bientôt recommencer avec le retour du public. Et à côté de cela, comme vous l'évoquiez, nous avons des missions plus exceptionnelles que nous appliquons et que nous remplissons depuis 1 an et demi maintenant, qui est le respect des mesures sanitaires. Et dans ce cadre-là, bien sûr, actuellement, nous avons 2 pôles importants, le port du masque et le pass sanitaire. Alors, je me rappelle, cet hiver, la police veillait au grain, faisait des rondes, surveillait le bon port du masque et remettait dans le droit chemin. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui ou avec la chaleur, vous avez plus de tolérance? Est-ce que les policiers, alors je ne sais pas si on peut dire ferment les yeux, mais est-ce qu'il y a plus de tolérance du côté de la police? Tolérance, non. Vous savez que nous sommes là pour appliquer la loi, c'est notre mission première. Mais nous sommes une police de proximité, c'est-à-dire que nous sommes une police proche traditionnellement de la population. Et dans ce cadre-là, nous pratiquons beaucoup la prévention. La prévention, qu'est-ce que c'est? C'est l'écoute, c'est la pédagogie, c'est le dialogue, c'est la communication. Et bien sûr, si cela ne suffit pas, ensuite nous passons à une phase répressive. Donc dans ce cadre-là, pour ne parler que des masques, qui sont donc obligatoires depuis le week-end dernier, nous avons fait beaucoup de prévention et nous continuons à le faire, beaucoup de pédagogie. Et pour vous donner un ordre d'idée, le week-end dernier, nous avons procédé à 650 observations, ce qui est un chiffre assez important. 650 personnes qui ne portaient pas le masque, c'est ça? Voilà, 650 personnes ont fait l'objet d'observations et 37 personnes qui étaient plus récalcitrantes ou des récidivistes ont fait l'objet d'une verbalisation. Est-ce que vous avez remarqué si le port du masque est bien respecté, plus ou moins que cet hiver par exemple? C'est un peu plus compliqué que cet hiver parce qu'il y a une population touristique qui est plus importante et qui, elle, n'était pas forcément avisée des nouvelles mesures applicables en principauté. Autant la population résidente est beaucoup plus réactive, et à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci. Autant pour les touristes, là, effectivement, notre mission, mais c'est une mission, je dirais, plus générale, gouvernementale de communication, doit être importante, car pour l'heure, c'est vrai que lorsque nous les contrôlons, ils sont assez surpris, parce qu'en amont, ils n'avaient pas eu l'information. Et quelles sont les amendes? Ou plus généralement, qu'est-ce que risque une personne sans masque? Alors c'est 100 euros, l'amende est de 200 euros, 100 euros transigés, ça n'a pas bougé. Donc on reste sur les mêmes bases légales que précédemment. Et en termes de récidive? En termes de récidive, effectivement, c'est plus cher, mais
il faut quand même noter que la récidive est quand même très très marginale. Les restaurants, hein, on l'a dit en début d'entretien, sont contrôlés également, puisqu'au Larvoto, un établissement vient d'être fermé pour 4 jours parce que des employés ne portaient pas le masque. Là, on n'est pas uniquement effectivement dans l'avertissement. Hein. Nous avons transmis à chaque établissement recevant du public, ce petit flyer qui lui explique toutes les contraintes auxquelles il est soumis, toutes les règles qui sont applicables. Et cela a été fait bien en amont pour que la règle soit correctement appliquée. Donc si vous voulez, avant la répression, il y a toujours une phase d'explication, de prévention. Et c'est vrai pour les établissements publics aussi qui ont fait l'objet de cette distribution. Oui, là vous parlez de flyers, vous faites de la communication. Hein. Il y a des panneaux notamment aux entrées que vous allez mettre ou que vous avez mis. Vous faites de la communication. Absolument. Alors, nous avons, à toutes les entrées frontières, nous mettrons aussi ce type d'affiche que nous mettons à jour chaque fois, parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation, bien sûr, nous l'adaptons. Alors là, c'est plus dirigé vers la population touristique, je dirais, pour que les gens qui rentrent en principauté, notamment sur le port du masque, soient immédiatement avisés. Alors, il y a une communication aussi gouvernementale en parallèle, mais la sûreté publique, bien sûr, est fortement impliquée dans cette communication, puisqu'elle est ensuite chargée de faire appliquer les règles. Donc, flyer, affiche, les policiers aussi sur le terrain auront un téléphone pour vérifier les passes sanitaires, c'est ça? Nous allons être prochainement dotés d'un smartphone. Il nous permettra de contrôler les QR codes à l'intérieur des passes sanitaires pour s'assurer de la validité, bien sûr, du pass sanitaire. Et bien sûr, c'est un grand plus pour la mission de l'agent de police qui aura des moyens tout à fait adaptés pour remplir sa mission. Vous avez un message à faire passer à la population pour que l'entente entre policiers et usagers se déroule du mieux possible? Nous sommes une police de proximité, donc nous sommes une police proche de la population, et la population sait combien nous sommes à son service. Nous sommes un service public au service du public. Donc, il faut que tout un chacun puisse comprendre que lorsque le gouvernement prend des décisions, il faut qu'elles soient appliquées, parce que c'est pour la sécurité de tous, et je dirais même au-delà, c'est pour la santé de tous. Donc bien sûr, notre rôle est de les faire appliquer, mais toujours avec un maximum de dialogue, d'échange et de compréhension. Un service public au service du public, vous venez de le dire. Richard Marangoni, merci. Merci Fabien. On vous retrouve, Alexandra Pani, pour un premier point sur l'information et justement un rappel de ces nouvelles mesures sanitaires. Bonsoir Fabien, il y a effectivement eu du changement depuis plusieurs semaines. Le nombre de cas positifs, mais surtout le nombre de personnes hospitalisées sont en augmentation. Il a donc été décidé hier à la suite d'une réunion de comité mixte que l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et bars s'élargit à l'ensemble des monégasques résidents et salariés à compter du 23 août. Ce délai permettra aux personnes qui souhaitent se faire vacciner de finaliser leur parcours vaccinal. Rappelons que depuis le 24 juillet, la présentation d'un pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes extérieures à la principauté et le port du masque est de nouveau étendu à tous et sur tout le territoire de la principauté. Alexandra, comment obtenir ce fameux Monaco Safe Pass ? C'est assez simple Fabien. D'abord, il faut rappeler que le pass permet de dire si la personne est totalement vaccinée, si elle a obtenu un test PCR négatif de moins de 48 heures ou si elle est rétablie de la Covid-19. Pour obtenir le pass, depuis le 2 juillet, toutes les personnes qui se font vacciner ou tester reçoivent automatiquement leur pass en version papier et par email. Il suffit ensuite de bien penser à sauvegarder la version numérique dans votre téléphone pour pouvoir le présenter facilement. Si vous avez été vacciné avant le 2 juillet ou rétabli de la Covid avant cette date, il suffit de demander votre pass sanitaire grâce au formulaire en ligne sur le site covid19.mc. L'Institut monégasque des statistiques vient de publier un nouveau focus sur l'éducation en principauté. Ce focus présente les effectifs et caractéristiques des élèves scolarisés à Monaco, excepté ceux de l'enseignement supérieur. Le système éducatif monégasque compte 6 267 élèves pour l'année 2020-2021, mais cela est sans compter les élèves de l'Académie Princesse Grace et de l'AS Monaco Academy. Le nombre d'élèves est stable cette année. Les établissements publics regroupent 68,4% des élèves scolarisés de la maternelle à la terminale.
Les sapeurs-pompiers de Monaco recrutent. Oui, on vous en avait déjà parlé, mais attention, il ne vous reste plus que 2 jours. Vous avez jusqu'à vendredi seulement pour postuler. Si vous remplissez les critères, il faudra envoyer votre lettre de motivation manuscrite et votre CV avant le 30 juillet. Et parmi les différents critères, il faut être célibataire, sans enfant et avoir entre 19 et 27 ans. Merci Alexandra. Il est temps à présent de rejoindre Émilie Rousseau et Serge Prémont qui sont actuellement à Tokyo pour un traditionnel point sur les derniers résultats des Monégasques aux Jeux Olympiques. Émilie, bonsoir. Du tennis de table pour débuter, l'aventure est terminée pour la porte-drapeau de la délégation Zhao Xingyang. Bonsoir Fabien, oui la pongiste monégasque n'a rien pu faire face à la chinoise Sun en 16e de finale. La marche était trop haute pour elle. Elle reste cependant satisfaite de son parcours comme elle a pu nous l'expliquer à l'issue de sa rencontre avec Gang Su, son entraîneur. Elle a en fait toutes ses balles, qualité de balles, elles sont beaucoup plus fortes. Il y a beaucoup d'effets sur sa balle. Donc chaque fois que je bloque ou je vois attaquer, je dois prendre risque. Donc c'est ça que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc c'est pour ça que je dois, pour la suite, je dois mieux bloquer, analyser tous ces balles pour mieux toucher la prochaine fois, pour remettre sur la table un peu plus avec technique et tout. Elle essaie de gêner au maximum son adversaire. Mais comme c'est une chinoise, elle est assez forte, elle a bien maîtrisé le jeu de Xiaoxin. Et puis voilà, pas de requet, mais bien. Je suis quand même contente de ce jeu, donc c'est quand même ma première fois de participer. Je suis contente, je fais mon maximum. Je pense qu'il n'y a rien à dire pour ça, donc pour la suite, je pense que je redois partir à zéro, donc pour progresser encore plus. Et pour cela, Zhao Xingyang cherche déjà des partenaires mieux classés pour élever son niveau de jeu. Un mot d'athlétisme, Émilie, vous avez rencontré Charlotte Afria au village olympique. Oui, la sprinteuse de 18 ans est arrivée à Tokyo au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Elle a déjà pu effectuer son premier entraînement au stade olympique. Là où elle prendra le départ des séries du 100 mètres vendredi, nous avons recueilli ses premières impressions. Honnêtement, je pensais que j'allais être stressée, mais en fait, d'être dans ce cadre, c'est vraiment, je me dis que j'ai une chance d'être ici, donc je préfère plus être excitée et me dire que je vais donner le meilleur qu'être stressée, tout renfermée. Est-ce que tu réalises que tu es aux Jeux Olympiques ? Enfin, là ce matin, en fait, vraiment de courir autour de tous ces athlètes, là, ça m'a fait me rendre compte qu'on y est. C'est le jour J. Et nous suivrons la suite de ces Jeux avec attention grâce à nos envoyés spéciaux. Nous célébrons un anniversaire important dont on aimerait finalement se passer, tant les situations sont dramatiques. Le 28 juillet 1951, il y a 70 ans, une convention sur les réfugiés était signée à Genève, convention ratifiée en 1956 par Monaco. Avec nous ce soir, le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, Céline Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cette convention sur les réfugiés? En quoi consiste-t-elle? Pourquoi est-elle si importante pour qu'on la célèbre 70 ans après? C'est un texte fondamental qui reste crucial aujourd'hui pour permettre la protection des personnes qui fuient la persécution, qui fuient la violence, qui fuient les conflits. 70 ans après, ce texte reste d'actualité, reste extrêmement important dans un contexte mondial où plus de 82 millions de personnes sont déracinées à cause de la guerre, à cause des persécutions. Ce texte, tout d'abord, donne la définition du réfugié, qui est une personne qui fuit une crainte de persécution liée à différentes raisons, qui peuvent être sa race, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, aussi ses opinions politiques. Mais la Convention aussi définit quels sont les droits des réfugiés, des droits qui sont des droits élémentaires, des droits sociaux aussi, le droit à l'éducation, le droit d'avoir accès à un logement. Donc c'est extrêmement important pour ça. Et aussi, la Convention fixe en fait un principe clé qui est celui du non-refoulement. Ne pas renvoyer un réfugié vers un pays dans lequel il serait en danger. Et c'est vraiment un des principes clés de cette Convention de 1951. Alors à Monaco, il y a par exemple une exposition photo numérique dans les abribus concernant cet anniversaire de la Convention de 1951. Qu'est-ce qui est fait à travers le monde pour célébrer ces 70 ans de manière générale? Ces 70 ans sont célébrés?
Ces 70 ans sont célébrés et c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler aux États l'importance de la mise en œuvre de la Convention, l'importance aujourd'hui encore de la mise en œuvre et que cette Convention est un outil pour permettre la protection des réfugiés, pour trouver des solutions. Donc le HCR, dans le monde entier, est mobilisé pour célébrer ce texte aujourd'hui. Des prises de parole aussi de Filippo Grandi, qui est notre haut commissaire. Et bien sûr, cette exposition qui nous tient vraiment à cœur à Monaco aujourd'hui, cette exposition de photos d'archives du HCR, donc des photos des 70 dernières années, qui met en avant aussi le courage des personnes des réfugiés, mais aussi cet espoir qu'ils portent pour un avenir meilleur, parce que la Convention permet de sauver des vies et permet aux réfugiés de reconstruire leur vie. Monaco est un partenaire important pour le HCR depuis de très nombreuses années. Vous l'avez dit, la Convention a été signée en 1956. Monaco nous accompagne dans des situations, y compris des situations dans des pays qui accueillent beaucoup de réfugiés dans le monde. Et donc, il était très important pour nous aussi de célébrer ce jour avec la principauté, avec la mairie de Monaco, avec les partenaires monégasques. Il y a plus de 82 millions de réfugiés déplacés dans le monde. Pour donner une idée, c'est plus que la totalité de la population française. Comment peut-on expliquer cela ? C'est effectivement plus que la population française. C'est l'équivalent de la population allemande. Donc on peut s'imaginer, en fait, l'Allemagne, un pays vidé de sa population. C'est ce que veut dire concrètement 82 millions de personnes. Comment expliquer cela ? Tout d'abord, par des conflits qui se prolongent, des crises qui se prolongent et des déplacements qui deviennent plus longs. 10 ans maintenant déjà de déplacement pour les réfugiés syriens, qui sont pour la majorité hébergés, accueillis dans les pays voisins, la Turquie, le Liban, la Jordanie. Mais aussi, on parle de 4 décennies maintenant de déplacement d'Afghans qui sont déracinés, là aussi majoritairement dans les pays voisins. Donc c'est une combinaison de conflits, de déplacements anciens et de crises nouvelles qui ont forcé l'année dernière, malgré la pandémie, à pousser en fait des milliers de personnes encore sur les routes de l'exil, dans la région du Sahel, par exemple, en Éthiopie, avec près d'1 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays, des réfugiés qui ont fui au Soudan, plus de 4 millions de Vénézuéliens qui sont déplacés maintenant dans les pays voisins. Et donc, malheureusement, cette situation mondiale nous amène en fait à une situation où le nombre de personnes déracinées n'a jamais été aussi important depuis la création du HCR. Comment voyez-vous l'avenir concernant la situation des réfugiés à travers le monde ? C'est une histoire sans fin ? Malheureusement, le contexte actuel n'est pas bon, avec un nombre sans précédent de déplacements forcés. Mais nous restons positifs pour trouver des solutions. Nous voulons être optimistes pour trouver des solutions. Et l'adoption du Pacte mondial sur les réfugiés en 2018 est vraiment une étape très importante pour trouver des solutions ensemble. Le premier forum mondial sur les réfugiés qui a eu lieu en 2019 à Genève avec plus de 3000 participants, avec des annonces de soutien de différents acteurs, des États, mais aussi le secteur privé, la société civile, ce sont des signes extrêmement positifs pour pouvoir trouver des solutions. Mais il faut qu'il y ait cet engagement pour pouvoir continuer à trouver des solutions et vraiment un engagement, un réengagement pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de 1951. Je le rappelle, à la fin de 2020, plus de 82 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde, soit une hausse de 2 millions de personnes par rapport à 2019. Céline Schmitt, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On vous retrouve Alexandra Pani pour un dernier point sur l'information, un point plus léger, à commencer par du sport. On vous annonce depuis quelques semaines les nouvelles recrues, les retours, mais également les joueurs qui prolongent. Le dernier en date, Rob Gray, a ravi les fans de la Roca Team. Mais l'heure pour les joueurs de Coach Z est à la reprise. Les joueurs effectueront leur traditionnel stage à Bormio en Italie du 19 août au 1er septembre. Jusqu'au 20 septembre, les Rouges et Blancs enchaîneront les matchs amicaux en Grèce, en Turquie et en Allemagne pour se préparer au mieux à cette année chargée en compétition qui les attend. Le prince Albert II honoré pour son engagement en faveur de l'environnement. Effectivement, le chef de l'État a reçu le prix 2021 Jane Alexander en tant qu'ambassadeur mondial de la faune.
Une récompense qui salue l'engagement continu du souverain en faveur de la protection de la biodiversité et de la santé de la planète. Il s'agit de la première personnalité couronnée et le premier Européen à recevoir ce prix. Du côté du Palais Princier, justement, suite des concerts d'été. Jeudi à 21h30 aura lieu le 4e concert de l'été. Après les sœurs Labec jeudi dernier, ce seront les compositeurs Mozart et Mendelssohn qui seront à l'honneur avec les solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Thomas Engelbrock. Et Fabien, sachez que nous proposerons d'ailleurs prochainement sur notre antenne un reportage sur les coulisses de ces concerts d'été. Autre concert de musique classique avec les musicales du Trophée, c'était hier soir en l'église Saint-Michel à la Turbie. José Sacré et Olivier Bonello reviennent sur le concert de clôture de la 20e édition de ce festival. Gustave Mahler était au programme du concert de clôture des musicales du Trophée en l'église Saint-Michel de la Turbie. Avec en soliste la soprano Pauline Loncel, les Rückerlieder et la symphonie numéro 4 de Mahler étaient interprétés par l'orchestre de poche, placé sous la direction de Fabrice Pierre. L'orchestre de poche est un orchestre composé de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et d'autres formations prestigieuses venues en amis. Mardi 27 juillet, les musicales du Trophée fêtaient leur 20e anniversaire devant un public très nombreux. C'est une édition extraordinaire et par les moyens, et par la qualité, et par la participation du public. Est-ce qu'on a été aidé par le Covid? Parce que le public avait tellement besoin de voir des événements de musique en vrai. Je ne sais pas. En tout cas, c'était peut-être la meilleure année depuis que je suis présidente. Ce qui me motive dans ce festival, c'est de pouvoir programmer des œuvres, évidemment, que j'aime bien, que j'ai envie de faire partager, et voilà, de pouvoir initier, alors c'est un peu ambitieux de dire ça, mais de pouvoir éduquer un public. Et j'avoue que cette année, enfin, vu que ce soir nous sommes au dernier concert du festival, le public nous a suivis, c'est une très belle année, un très beau millésime et je m'en réjouis. En fait, le festival est d'abord une réunion de copains où on essaye de faire de la musique sans se prendre au sérieux, mais la faire sérieusement. On a pris vraiment des gros risques et on se dit advienne ce qu'il pourra. Et bien, vu le succès, je me dis qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est de continuer. De continuer. Il y aura donc probablement une 21e édition l'année prochaine. Depuis le 15 juillet, il vous est possible de découvrir un jeune artiste colombien au showroom Icos qui se situe au quai du Yacht Club de Monaco. Une idée de sortie pour découvrir des illustrations riches de sens et de détails, comme vous l'explique Juliette Rappert. C'est une invitation au voyage des mythes et des rêves que propose Henri Rodriguez. La série Les Argonautes est une épopée avec des astronautes qui reflètent l'étranger revenu dans son pays. Dans les tableaux, c'est mon expérience comme étrangère dans France. Et il a commencé comme une série de tableaux que j'ai fait à Colombie qui s'appelait The Postcards from Nowhere. Donc, il racontait l'histoire des gens quand ils quittent leur pays, les pays, et ils sont dans un endroit étranger qu'ils commencent à expérimenter la ville et les pays comme des astronautes, comme des exploreurs. Découvert par le cabinet Highlight, Henri Rodriguez est un graphiste colombien qui est arrivé en France il y a seulement 4 ans, mais qui a su conquérir la Côte d'Azur. Ce qui nous a intéressés, c'était de mettre en valeur cet artiste qui a réussi à mettre au goût du jour aussi des sujets d'actualité. Donc dans ces Argonautes, par exemple, on retrouve un peu une actualité malheureuse qu'on a tous découvert, à savoir le port d'un masque qu'on ne connaissait pas et qu'est-ce qui se passe derrière ce masque et quelle est la perception que l'on a aux autres par rapport à ce masque. Vous pourrez visiter, mais aussi pourquoi pas vous offrir l'une de ces toiles jusqu'au 15 août au showroom Icos du Yacht Club de Monaco. Alexandra, quel temps est prévu pour jeudi ? Ce sera une belle journée, Fabien. Le soleil sera au rendez-vous et les températures seront bien élevées. Le thermomètre affichera 29 degrés avec un ressenti de 36 degrés au plus chaud de la journée. L'occasion de vous rappeler qu'en cas de forte chaleur, il est conseillé de ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes, de rester dans des endroits bien ventilés, de bien s'hydrater et de prendre des nouvelles des personnes les plus sensibles. En ce 29 juillet, nous fêterons les Martes.
Sainte Marthe était la sœur de Lazare. Elle aurait assisté à la résurrection de Jésus-Christ en compagnie notamment de Marie-Madeleine. Avant de se quitter, les photos du jour signées Stéphane Dana est consacrée à la 51e édition du Théâtre du Fort Antoine. Hier se jouait la pièce « Tout ce qui nous reste de la Révolution, c'est Simon ». Ça ne parlait pas de la Révolution française, mais de mai 68. Et prochain rendez-vous, ce vendredi, avec la pièce « Voyage, voyage ». Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Sandrine Nègre aux commandes du JT de jeudi 19h. À très bientôt. Au revoir.